Ok les guerriers, qu'est-ce qu'on a dans l'actualité du jour? Alors, au niveau de la finance, de la bourse, tout ça, les contrats à terme sur les actions augmentent légèrement après que le SP500 et le Nasdaq aient enregistré une séquence de 5 victoires consécutives. Donc en ce moment, les bourses sont en train de monter. Aujourd'hui, il y a une légère hausse de ce qu'on verrait. Nvidia, qui hier a triplé ses revenus, mais voilà, avec les perspectives sur la Chine, voilà, n'a pas réussi à faire exploser le cours de son action. Donc on va voir tout ça. On a eu aussi les minutes de la Fed, donc les procès verbales. Et en fait, les responsables de la Fed ont prôné une approche prudente sur les taux. Donc ils ne comptent pas baisser les taux d'intérêt, ce qui ne va pas dans le sens des investisseurs. Ils restent prudents, mais il vaut mieux. Et on ne sait jamais avec l'inflation qui peut repartir. Donc je pense que c'était la bonne chose, en tout cas dans les procès verbales, la bonne chose à dire. Donc la Fed reste prudente. Les membres de la Fed sont favorables au maintien des taux à des niveaux restrictifs pendant un certain temps. Donc en fait, en tout cas, ils comptent maintenir les taux à ces niveaux élevés pendant encore quelques temps, par prudence, on va dire. Donc voilà par rapport à ça. Les revenus donc de Nvidia qui ont triplé, mais l'action Nvidia qui n'a pas explosé à cause des problèmes qui vont arriver, des problèmes de vente en Chine suite aux restrictions américaines. Les actions, eux, par contre, en fait, les cours de Nvidia ont même chuté. Alors que, par exemple, en Chine, les actions du géant chinois de la technologie Baidu, là, qui est coté au Nasdaq, qui est coté sur les marchés américains, les actions, eux, ont augmenté de 2%, alors que Baidu, eux, ont enregistré une baisse des revenus. Donc, d'un côté, on a Nvidia qui triple ses revenus et qui chute en bourse. Et de l'autre côté, on a le géant chinois Baidu qui ont des résultats décevants, mais qui augmentent en bourse de 2%. Donc, c'est le monde à l'envers un peu. Quand on a des mauvais résultats, là, ça monte. Et quand on a des bons résultats, sur les cours, ça chute. On comprend rien. Ça n'y rien comprendre, en tout cas. Mais bon, c'est ça, la bourse. La spéculation, tout ça. Après, ça, c'est sur le court terme. Hein. Sur le long terme, les résultats vont refléter les cours. Donc, voilà par rapport aux quelques actualités boursières. Alors, maintenant, ce qui concerne les entreprises, surtout en reste aux États-Unis, OpenAI qui ramène Sam Altman au poste de PDG moins d'une semaine après son licenciement. Donc, Sam Altman qui revient et qui, du coup, ne bossera plus chez Microsoft et qui revient en tant que PDG d'OpenAI. Donc, ça a été une semaine assez turbulente. Quelques jours assez turbulents là. Mais voilà, au final, il revient en tout cas chez chez OpenAI. Donc, c'est une très bonne chose pour l'entreprise. Sinon, pour moi, voilà, ça aurait été difficile pour elle voilà, de rester leader, tout ça. Donc, c'est une très bonne chose pour eux. Ils restent sous la juridiction, hein, enfin, sous Microsoft, tout ça, là. Et donc, voilà, Sam Altman, tout sourire, qui revient chez OpenAI voilà, après une semaine. Après s'être fait licencier il y a une semaine. Donc, voilà, de son tweet, vous voyez, il a l'air d'être fier, en tout cas. Et vous avez OpenAI qui a voilà, tweeté ça, ici, là. Donc, on va revenir dessus. Donc, Sam Altman, qu'est-ce qu'il dit? Sam Altman, lorsque j'ai décidé de rejoindre Microsoft le dimanche soir, donc dimanche dernier, là, il était clair que c'était la meilleure voie pour moi et pour l'équipe avec le nouveau conseil d'administration et le soutien de monsieur Satya. Je suis impatient de revenir à OpenAI et de construire notre solide partenariat avec Microsoft. Donc, en fait, il a dit que quand il a signé pour rejoindre Microsoft dimanche dernier, il n'avait pas d'autre choix. Mais finalement, comme il a reçu un soutien de toute l'équipe d'OpenAI, hors les membres d'administration qui l'ont évincé, et bah voilà, il a pu revenir au poste qu'il souhaitait conserver. Et donc voilà, ils restent chez OpenAI et ils vont rester en collaboration avec leur partenaire Microsoft. Donc voilà, je retourne à OpenAI et je me remets à coder ce soir. Donc voilà, il va coder, il va délivrer et il va essayer d'emmener cette entreprise pour plus haut. Donc OpenAI, je rappelle qu'OpenAI est le leader sur le marché de l'intelligence artificielle avec ce qui est les agents là, de chat conversationnel. Ils ont une longueur d'avance même sur les autres géants là, des GAFAM, là, Amazon, Meta, Apple et tout ça. Et ça va être difficile pour les concurrents de les rattraper. Hein. Et là, ils sortent ChatGPT 4 et ils sont déjà planchés sur ChatGPT 5 avec voilà, aucun concurrent à l'horizon là, par rapport à ChatGPT 5 là.
Donc, ils ont encore une longueur d'avance. Voilà, on a Emmett Shear, qui était l'ancien CEO de Twitch, qui avait pris le poste de CEO d'OpenAI par intérim, mais qui a négocié pour le retour d'Altman finalement. Donc Emmett Shear a été le tournant des négociations là, afin que Sam Altman puisse revenir. Je ne voulais pas rester PDG puisque le conseil d'administration n'a pas fourni de preuves. J'ai donc négocié avec les deux parties pour trouver un terrain d'entente pour récupérer Sam. Vous voyez? Donc voilà, c'est le nouveau CEO a négocié pour voilà, que son poste soit récupéré par Sam Altman. Donc en fait, apparemment, le conseil d'administration n'avait aucun motif pour licencier Sam Altman. Et c'est pour ça que les employés et M. Emmett Shear se sont ligués contre le conseil d'administration. Donc voilà, je pense que le conseil d'administration, eux, vont partir et vont être remplacés, tout ça. Donc faut voir. Il y aura du mouvement en tout cas. Ici, on a OpenAI donc, qui lance un tweet. Nous avons conclu un accord de principe pour que Sam Altman revienne chez OpenAI en tant que PDG avec un nouveau conseil d'administration initial. Vous voyez, composé de Brett Taylor, le président, Larry Summers et Adam D'Angelo. Vous voyez, nous collaborons pour comprendre les détails. Merci pour votre patience à travers cela. Donc voilà, il y a un nouveau conseil d'administration. Voilà, c'est le conseil qui a évincé Sam Altman a décidé de partir apparemment, remplacé, et voilà. Ça a construit une nouvelle équipe autour de Sam Altman, qui, je rappelle, est le cerveau. C'est lui la tête derrière tout ça. Et donc, c'est pour ça que OpenAI tient à le conserver. Donc voilà, là, vous avez toute l'équipe d'OpenAI, donc plus d'une centaine de cerveaux, en tout cas, derrière, des codeurs, des choses comme ça, qui sont fiers, en tout cas, voilà. Et vous avez Greg, justement... Greg Brockman, là, l'allié de Sam Altman, voilà, qui dit que we are so back, nous sommes de retour. Donc là, l'équipe s'est recomposée avec une nouvelle administration et c'est reparti pour OpenAI. Donc voilà par rapport à tout ça. On clôture. Alors, maintenant, pour en dehors des États-Unis, en Europe, Jeremy Hunt du Royaume-Uni annoncera des réductions d'impôts visant à relancer l'économie qui stagne. Donc voilà, une relance d'impôts. Enfin, une baisse des impôts pour voilà, stimuler la croissance des consommateurs afin de relancer l'économie. Voilà le pari des Britanniques. On verra si ça paye. En France, regardez la pauvreté de la France. 75% des Français attendent le Black Friday pour acheter ou une partie des cadeaux de Noël. Vous voyez, il faut attendre des sortes de cadeaux, de compensation, des cadeaux, des réductions drastiques de prix avec les Black Friday. Voilà, pour les cadeaux de Noël. Voilà où nous en sommes en France. Le prêt-à-porter, 37%, l'électroménager, 28% et les jouets, 27% seront les grands gagnants de cette année. Vous voyez? Donc, que ce soit pour les vêtements, l'électroménager, les machines à laver ou tout ce que vous voulez, micro-ondes et tout ça, ou les jouets pour les enfants, tout ça, voilà, les Français attendent le Black Friday pour s'offrir ces choses-là. Le budget, malgré l'inflation, évolue peu. Vous voyez? Apparemment, la moyenne, c'est 416 € de budget par rapport à tout ça. Voilà. Les Français se restreignent de plus en plus. Et au vu du déclin et de l'accélération du déclin de la France et de l'Occident, ça sera encore plus difficile plus tard. Puisque le cycle de Ponzi des banques centrales va continuer. Donc l'écart entre les riches et les pauvres va s'accentuer. Et voilà, les mauvais politiques en place par l'Union européenne et choses comme ça vont rester en place quelques temps, et tant qu'il y aura l'euro, tout ça, le pouvoir d'achat des Français va dégringoler tout simplement. Donc, les temps seront encore plus durs plus tard. C'est compliqué tout ça. Donc, en France aussi, les notaires de France alertent sur une baisse durable du marché immobilier. Donc ça, c'est une bonne chose puisque le marché de l'immobilier a des records à des niveaux très élevés. Donc, on va encore avoir pendant un certain temps le marché de l'immobilier qui continue à chuter. Les prix sont trop forts. Et ça fait qu'il y a plus de demandes que d'offres. Enfin, plus d'offres que de demandes, pardon. Et ce qui fait chuter les prix. Donc la baisse des prix, elle, est de 3% sur un an et devrait s'intensifier. Donc tant mieux. Peut-être qu'il y aura des bonnes affaires à la fin de cette hécatombe immobilière en France. On verra tout ça. En tout cas, en Europe, c'est fou de se dire que l'Europe était leader de la fabrication des semi-conducteurs il y a à peine 30 ans. Avec 44% des marchés. Aujourd'hui, même le Japon fabrique plus que toute l'Europe réunie. Donc, vous voyez, regardez l'Europe.
L'Europe, c'est 9% maintenant. C'est passé de 44% à 9%. Le Japon est passé de 19 à 15%. Donc même au Japon, ça a baissé. Hein. Mais ça reste plus que l'Europe entière dans les ventes de semi-conducteurs. C'est assez incroyable. Donc voilà, hein, vous avez Taïwan, c'est Taïwan. Hein, les principales, la Chine, 15% aussi. La Corée du Sud, pas mal, 21%. Les États-Unis, 12%. Les États-Unis sont à la peine. Mais c'est pour ça, parce que les États-Unis, ils étaient à 37%, hein, vous voyez. Mais c'est pour ça que les États-Unis contrôlent ou tentent voilà, de contrôler Taïwan voilà, pour s'approprier, voilà, pour ces géants de la tech, là, pour Nvidia, Apple et tout ça. C'est Taïwan et l'entreprise TSMC qui fournit les semi-conducteurs. Voilà pourquoi les États-Unis tentent de protéger Taïwan d'une invasion de la Chine. Parce que la Chine pourrait récupérer Taïwan et se marcher à plusieurs milliards de dollars. Et donc voilà, la guerre qui oppose en tout cas les États-Unis et la Chine, c'est une guerre économique pour l'avenir des semi-conducteurs qui est le futur de tout. Les véhicules autonomes, les robots, l'intelligence artificielle, les jeux vidéo, voilà, c'est tout avec les semi-conducteurs. Et voilà pourquoi il y a des conflits au sujet de Taïwan. Donc, au même titre que le conflit Russie-Ukraine, c'est une guerre économique aussi. Hein. Les États-Unis et la Russie, l'Ukraine, ça représente, voilà, c'est le blé, c'est des ports stratégiques, la mer, voilà, à Kherson, tout ça. Enfin, c'est très stratégique pour le business. Et voilà, c'est que des guerres économiques, en fait, derrière. Donc voilà, par rapport à tout ça. Après OpenAI, une autre grosse actualité. Hier, on a eu la démission choc de CZ, qui a dû démissionner avec toute l'attaque de 3 institutions américaines envers Binance. Aujourd'hui, on est au lendemain. Et qu'est-ce qu'on voit? Binance, les portefeuilles sont en train d'être vidés en ce moment. Donc Binance est en train de subir les conséquences. Les utilisateurs retirent des fonds par crainte d'insolvabilité après un règlement de plusieurs milliards de dollars et des accusations criminelles. Vous voyez? Les demandes de retrait en Binance pour les tokens ERC20 et ETH sont au niveau de l'effondrement de FTX. Donc vous voyez qu'il semblerait que peut-être une panique générale semble s'amorcer. Et là, vous avez la preuve des retraits qui se font de plus en plus là. Donc là, maintenant, si on regarde les cours, déjà, FTX explose. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Et bénéficie peut-être, voilà, de la chute. La plus grosse perte, c'est justement le BNB qui a à moins 9%. Mais ça reste correct. C'est pas catastrophique. Ça reste encore dans l'état du range. Donc, faut voir. Vous voyez, c'est pas énorme pour Binance. Donc, faut voir en tout cas. Donc, en tout cas, là, on a 1,3 milliard de dollars de fonds d'utilisateurs retirés sur Binance suite à l'inculpation du gouvernement américain. Donc, plus d'1 milliard de fonds ont été retirés. Vous voyez, une panique des investisseurs qui sont sur l'écosystème Binance, là, sur l'exchange Binance. Voilà, Binance est contraint de quitter même les États-Unis face aux accusations de blanchiment d'argent. Donc, c'est une catastrophe pour Binance. Non seulement CZ s'est fait virer, ils ont eu la tête à CZ, mais en plus de ça, Binance, le vrai Binance, hein, pas l'entité US, le vrai Binance, est contraint de quitter les États-Unis. Peut-être même la branche Binance US sera éjectée hors des États-Unis. Donc c'est une catastrophe par rapport à tout ça. La SEC, en tout cas, voilà, il y a certains révolutionnaires de la crypto qui pointent le fait que, en tout cas, le gouvernement américain, le DOJ, sont mauvais. Ici, on a Crypto Révolution qui dit que la SEC s'attaque à Kraken et Binance et tente de les racketter. Rien de surprenant, la SEC est une organisation de cafards dont le boss soutenait le pire acteur du marché crypto, Sam Bankman-Fried. Et ils se font les poches des acteurs les plus réputés. Donc voilà, il y en a certains qui critiquent tout ça. À voir en tout cas. Mais bon, l'ex-PDG de Binance, Changpeng Zhao, risque aussi jusqu'à 18 mois de prison dans le cadre de l'accord qu'il a passé avec le gouvernement américain. Donc c'est pas fini pour CZ. Attention maintenant aux inculpations qui pourraient tomber sur lui. En tout cas, là, à l'heure actuelle, CZ est libéré contre une caution de 175 millions de dollars. Donc hier déjà, il devait payer une amende de 50 millions de dollars. Et là, il a rajouté 125 millions pour être libéré sous caution. Donc voilà, quand on a de l'argent, vous savez que c'est comme ça que ça marche. En tout cas, au niveau de la justice américaine, de toute façon, au niveau de toutes les justices, c'est connu. Hein, quand on a de l'argent, on se libère de tout ça. Et donc voilà, il devrait se présenter au tribunal pour comparaître le 24 février. Pour le moment, il est libéré. Il a payé une grosse amende pour être libéré. Sinon, il aurait pu finir, en tout cas, derrière les barreaux en attendant son procès. Mais il a payé cette grosse amende-là. Donc voilà, par rapport à ça, vous avez ici l'article. Voilà, on va pas s'attarder sur ça.
Bon, en tout cas, maintenant, on a un nouveau PDG. Qui est le nouveau PDG pro-régulation de Binance? Richard Teng a été propulsé au rang de PDG de l'exchange crypto Binance après que Changpeng Zhao ait démissionné de son poste suite à des accusations criminelles aux États-Unis. Donc voilà, là, vous aurez un article ici sur Richard Teng qui a opéré dans les autorités monétaires à Singapour, tout ça. Voilà, c'est un gars qui a plus de 30 ans d'expérience dans la finance. Hein. Donc, c'est pas un petit. Il dirigeait aussi l'Abu Dhabi Global Market. Hein. Donc, à Abu Dhabi, quand même, au Moyen-Orient, tout ça. Donc, voilà. Et donc, Richard Teng, voilà, il s'est exprimé. Hein. Il dit que c'est un honneur, voilà, de porter la responsabilité et d'assumer ce rôle. Voilà, il met en exergue la responsabilité qui lui incombe, avec la confiance de 150 millions d'utilisateurs chez Binance. Donc, voilà, il est prêt hein, pour prendre ce poste. Donc, on verra en tout cas pour lui. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Hein. Le ministère américain de la Justice inculpe officiellement donc CZ Binance dans l'une des sanctions pénales les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Ça, faut le retenir. Hein. C'est l'une les plus importantes, 4,3 milliards de dollars d'amende auprès d'une entreprise Binance. Vous voyez, c'est énorme à retenir. En tout cas, selon le dernier article de Marcus Thielen chez Matrixport, analyste chez Matrixport, le règlement est une issue très favorable pour CZ et Binance. Donc d'après Matrixport, c'était la bonne chose à faire pour CZ et Binance. Avec une amende inférieure aux 10 milliards de dollars, ils ont payé 4,3 milliards, Binance devrait rester l'un des 3 principaux exchanges au cours des 2-3 prochaines années. D'autres exchanges renforceront leur conformité et adhéreront à l'accord et partage de la surveillance. Ce facilitera l'approbation des ETF Bitcoin Spot. Donc apparemment, d'après Matrixport, tout ça, ce serait une excellente nouvelle et c'était la bonne chose à faire pour CZ et Binance. Avec cet accord, l'espoir des ETF Bitcoin est quasiment maintenant porté à 100%. Donc, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour une bonne nouvelle, tout ça. Donc voilà, d'après Matrixport, c'est une bonne nouvelle à prendre. Ici, on a Justin Sun qui rend hommage à CZ. Voilà, Justin Sun qui dit CZ, donc Changpeng Zhao, je te connais depuis près de 10 ans. Au cours de ces dernières années, tu as toujours eu un rôle de leadership pour la communauté, l'industrie et pour moi. Voilà, au cours des 6 dernières années, vous avez fondé Binance, propulsé le secteur vers des sommets sans précédent. Donc là, il remercie CZ pour tout ce qu'il a apporté pour l'industrie crypto en tout cas. Donc hommage de Justin Sun, le PDG de Tron. En tout cas, tweet assez marrant là. Ça en fait des hécatombes. Hein. Donc tout ça, adios. Et j'ai du mal à croire que CZ soit à l'intérieur de cette image là. J'aurais jamais cru ça. Hein. Franchement, c'est fou quand même. Ça va très vite sur la crypto là. En tout cas, un autre acteur pourrait en bénéficier, c'est Coinbase et son PDG que vous voyez à l'écran, Brian Armstrong, qui profite, voilà, qui va certainement augmenter ses parts, en tout cas aux États-Unis pour Coinbase. Et là, il salue l'élection de Javier Milei en Argentine. Et comme Brian Armstrong a vécu 1 an en Argentine, c'est ça qui l'a inspiré pour venir dans les cryptos, tout ça. Et il veut voir comment Coinbase, parlons de la façon dont nous pouvons aider à atteindre la liberté économique pour le peuple argentin. Donc Coinbase est prêt à aider l'Argentine avec son nouveau président. Il sait qu'il est favorable aux cryptos. Donc Brian Armstrong est prêt à s'engager avec Coinbase pour aider l'Argentine. Donc voilà, en tout cas pour le Bitcoin, il ne faut pas oublier là, il y a 14 ans, le 22 novembre, en ce jour 2009, vous voyez, c'était il y a 14 ans pile, Satoshi Nakamoto créé le Bitcoin Forum. Donc après la création du Bitcoin, le Bitcoin Forum, aujourd'hui devenu par la suite Bitcoin Talk. Vous voyez, cet espace d'échange a accueilli au fil des années des milliers d'esprits pionniers. Il est aujourd'hui une part essentielle de l'histoire du Bitcoin. Donc voilà le Bitcoin Forum là, très célèbre, inventé il y a 14 ans jour pour jour. Donc à noter, bon ça fait partie de l'histoire, voilà c'est juste une petite info. En tout cas, la SEC a très récemment participé à des réunions au sujet de listing potentiel d'ETF avec Grayscale et d'autres concurrents. Donc voilà, les négociations, les pourparlers sont engagés, vous voyez. Donc ça y est, hein, c'est imminent pour les ETF Bitcoin. Grayscale, ici le déclare, hein, avec ici l'article là. Grayscale a rencontré la SEC et a révélé qu'il y avait conclu un accord d'agence de transfert et de services avec la BNY Mellon. Donc c'est une banque faite aux États-Unis pour son ETF Spot Bitcoin. Vous voyez? Donc
ça négocie là en ce moment avec entre la SEC, Grayscale et d'autres acteurs, d'autres émetteurs. Donc vous voyez qu'on se rapproche. Hein. Préparez-vous parce que ça va décoller. En attendant, le hash rate du Bitcoin est en train de, voilà, de performer à des sommets là. Vous voyez. Donc ça tourne hein, au niveau du Bitcoin. Regardez le cours. Donc là, on est sur le point de flipper. En tout cas, ce qu'on appelle la Firefly Bonds. Ici, là. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Bitcoin vient de mettre les bonds Firefly en support. Chaque fois que le prix a dépassé le Firefly, nous avons assisté à un énorme bull run. Regardez par le passé, c'est pas moi qui parle, hein, c'est les images. Regardez sur l'image en 2016, ici, quand on a dépassé ça, énorme rallye jusqu'à un pic. Ensuite, en 2021, énorme rallye. Ensuite, ça a corrigé. C'est reparti. On pensait qu'on allait aller en 100 000 et finalement, on a fortement corrigé. Et là, on a corrigé, on remonte et regardez ce qui se passe là. On est à nouveau en train de casser ce Firefly. Vous voyez, bonds là. Et normalement, ça nous laisse présager une sorte de bull run. Donc voilà, très très important ce qui se passe là. À noter en tout cas. Vous voyez. Donc ça, c'est très important. Je vais garder l'image. Et c'est très important en tout cas. Regardez, sinon, comme d'hab, hein, on est en train de suivre voilà, hein, les cycles. Et voilà, plus le temps va passer, et vous voyez que la ligne bleue là, ici, est en train de devenir à plat au fur et à mesure du temps. Parce que plus le Bitcoin va prendre en capitalisation, et moins ça va exploser. Vous êtes court, mais en tout cas, on suit le cycle petit à petit. Et on monte tranquillement. Donc ça suit son cours. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, les multiplicateurs sont de moins en moins forts. Donc la première fois, c'était un x94, ensuite x30, ensuite x6. Là, peut-être x3 ou x2. On va voir. Je dirais moi en x2, x3 pour le Bitcoin. Après, certains altcoins, eux, vont les faire, hein, les x6, x30 et tout ça. Mais pour le Bitcoin, voilà. On est arrivé à des moments où ça va être de plus en plus difficile de la liquidité, de la valeur sur le temps. Mais ça va monter, hein. Actuellement, voilà où on en est au Bitcoin. Le Bitcoin a chuté hier avec l'annonce choc par rapport à ses aides. Là, ça se reprend aujourd'hui. Ça reste fort. Hein, parce qu'un Bitcoin qui est à l'heure actuelle, on va dire, là, c'est 36 000 hein, quand même. 36 400, c'est très très solide. Hein. Vous voyez que ça avait chuté. Là, ça remonte. Voilà. Sur la semaine, ça range. Voilà. Hein. Sinon, regardez, on est bien remonté. Hein. Voilà. Ça serait même une correction au 30K. Bon, ça m'étonnerait là, peut-être 33, peut-être. Mais en tout cas, ça pourrait être bienvenu pour aller exploser ensuite les 40K. Hein. Faut pas paniquer si ça revient à 33, 30K. Voilà, des fois, les corrections, c'est salutaire. Vous voyez? Donc voilà, hein, ça monte. Au niveau des altcoins aussi, voilà. Hein, on est sur le point, vous voyez, d'un croisement. Ici, là, qui pourrait être très, très bullish pour les altcoins. Vous voyez? Je sais pas, c'est la fameuse SMA 200. SMA 20, pardon. Et à chaque fois qu'on croise cette SMA, je vais vous montrer, en 2016, encore une fois, on l'a croisé, explosion. En 2021, encore, explosion. Et ici, pareil, hein, c'est pareil que le chart que je vous ai montré tout à l'heure. Et 3 fois, voilà, c'est pareil que les Firefly Bands, là. Et là, on croise à nouveau. On est juste avant le début de la grosse explosion, qui va arriver peut-être avec l'acceptation des ETF Bitcoin. Et des ETF Ethereum Spot, tout ça. Donc voilà. Avalanche à surveiller. Hein. Avalanche, gros outsider encore. Parce que Avalanche se concentre sur la Real World Asset. Donc les tokenisations. Vous voyez, les actifs tokenisés qui va être un gros narratif. Et Avalanche peut être un pionnier dans ce secteur-là. Donc Avalanche, la crypto Avalanche grimpe de 115% en 30 jours. Et tout ça, c'est sur le narratif de la Real World Asset. Hein. Ça, la tokenisation des actifs réels, c'est vraiment un narratif qui va vraiment faire exploser les choses. Et donc, Avalanche est un outsider dans cette chose-là. Et voilà, ils sont au cœur apparemment de tout ça. En d'autres termes, Avalanche se place comme une solution de choix pour les institutionnels et les entreprises. Donc, et ces subnets ont récemment été adoptés par des géants tels que JP Morgan, vous voyez, via sa branche Onyx Digital Asset qui lui permet d'explorer la tokenisation. Donc, vous voyez que, voilà, d'autres géants aussi, Wisdom Free, hein, le géant des ETF là, vous voyez. Donc, voilà, adoption aussi pour ces subnets. Apparemment, les subnets d'Avalanche plaisent. Hein. C'est les sous-réseaux d'Avalanche. Voilà, et des applications de GameFi à l'instar de Dexalot ou de DFK. Donc voilà, il y a plusieurs acteurs. Et là, ces derniers ont ailleurs
vu les transactions passées sur le réseau, sur la C-chain d'Avalanche ce mois-ci. Mais cela, c'était avant l'explosion des ASC20. Donc, il y a même la norme ASC20. Donc, Avalanche a sa propre norme de jetons maintenant, là. Voilà, sur la C-chain. Je vous rappelle que Avalanche est divisé en 3 chaînes. Hein. C'est vraiment un écosystème à part entière. Vous avez la P-chain, la C-chain et la X-chain. Et voilà, c'est divisé pour que Avalanche scale un peu et ne soit pas engorgé comme le réseau Ethereum. Vous voyez? Donc, intéressant Avalanche. Peut-être que ce serait intéressant de laisser des dollars et de holder la crypto. Ce serait pas peut-être une bonne chose. À voir en tout cas. Moi, je pense à faire ça. C'est un outsider, donc on ne sait jamais. Donc voilà, j'en ai quasiment fini. Dernier article, c'est sur une énième layer 2 d'Ethereum, Blast, que je ne connaissais pas. Donc après une levée de fonds de 20 millions de dollars, Blast, la nouvelle infrastructure de seconde couche au-dessus d'Ethereum, a annoncé son lancement anticipé et promet un airdrop. Donc voilà encore une autre layer 2. Je ne sais pas, voilà, qu'est-ce qu'ils promettent, mais voilà, semblable à des projets comme Arbitrum et Optimism, Blast se distingue en tant qu'optimistic rollup. Ah bon, bah ça ressemble à Optimism et Arbitrum. Alors, c'est côté optimistique. En introduisant une innovation notable. Un rendement natif pour les stablecoins tels que l'USDC, l'USDT et le DAI, mais aussi pour l'Ether natif. Ah ok, eux, ils sont spécialisés dans le rendement des intérêts au niveau des stablecoins, tout ça. Ok. Bah, c'est un projet qui pourrait remplacer Curve DAO, hein, peut-être. Hein. Ce rendement offert par la détention de stablecoin sur Blast provient de protocoles décentralisés. Ah, voilà, tels que MakerDAO et Lido. Ah, d'accord. Bon, ils s'appuient sur des protocoles. Ok. Bah, écoutez, là, ils vont faire un airdrop. On verra. Encore une layer 2, décidément. Bon, on verra ce que ça donne. Donc, voilà, hein, j'ai fini. J'en ai fini avec cette vidéo. On se retrouve hein, pour d'autres actualités, peut-être ce soir, s'il y a d'autres événements ou dans d'autres journaux. Force à nous, hein. Allez, à plus.